Sakidis, vous avez la parole. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, donc, pour faire suite à cette introduction, vous est présenté à l'écran le cadre législatif et réglementaire qui a été évoqué. Alors cette année, peut-être dans un contexte singulier, puisque on ne sait pas si dans les semaines qui viennent, toutes ces lois ou une partie de ces lois ou ces articles vont être démonétisés, vu qu'on est sous le régime de loi d'exception, des décrets-lois, puisque encore hier, l'Assemblée nationale validait en première lecture la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au mois de juin. Donc les textes qui vous sont présentés le sont à titre indicatif, peut-être historique d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, c'est ce qui s'applique. Mais nous ne sommes pas certains de la longévité de ce contexte. Néanmoins, revenant à des considérations pratiques de bon sens, j'ai voulu, pour introduire ce contexte budgétaire 2021, vous résumer les choses en une image qui vous est présentée. Alors la piscine que vous voyez en bas n'est pas celle des Berthizettes, elle est beaucoup plus ambitieuse, hein, je pense que vous aurez l'occasion de le découvrir dans l'année. Par contre, ce qui est assez près de notre réalité financière, c'est le bonhomme et son maillot de bain, parce que c'est à peu près tout ce qui nous reste financièrement, on va le voir plus loin. Peut-être dans le contexte d'une réforme qui va trouver place en cours d'année, le conseil départemental nous prêtera un t-shirt et donc peut-être que tout ira mieux. Mais toujours est-il que le contexte est assez volatile, toujours, du point de vue de la construction financière, budgétaire, puisqu'on a l'aléa du marché immobilier qui est donc chancelant. On a l'incertitude de l'économie, de l'emploi. On a un surendettement qui est colossal, inégalé. Et donc tout ça s'ajoute à un certain nombre d'éléments extérieurs et constitue un contexte budgétaire où sont résumés devant vous de façon non exhaustive mais résumée les éléments structurants de ce débat que nous pourrions avoir donc dans un contexte que j'ai rappelé en introduction. Parlant de la taxe de la TH 2021, donc taxe d'habitation, vous n'êtes pas sans savoir que donc elle a fait l'objet d'une réforme lourde, profonde il y a quelques années. À partir de 2017, eh bien donc elle est en train d'être mise en place complètement et elle va chambouler le contexte de nos recettes, on va le voir un peu plus loin. Autre contexte, c'est celui de la région Île-de-France où depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes dans le cadre du CPER, donc contrat de plan État-région, qui va être soumis à des consultations durant l'année. Il faut savoir que ce contrat de plan État-région a mis un peu plus d'un an à avancer, puisque c'est le temps qu'il a fallu au service de l'État pour accepter un accord de méthode. On ne parle pas du contenu, là, puisque les discussions sur l'accord de méthode avaient démarré en octobre 2019 et ont abouti donc fin 2020. Voilà, donc on va pouvoir commencer peut-être à faire des choses. Alors c'est quelque chose de très intéressant. Je vous invite à regarder sur Internet le constitutif de ce contrat de plan État de région. En résumé, il y a 3 milliards d'euros qui sont budgétés à différents objets sur lesquels on reviendra un peu plus loin en voyant un certain nombre de projets qu'on a envisagés dans ce débat d'orientation budgétaire. Du côté des territoires aussi, FEDER, FSE, intéressant, on pourrait me dire on est très loin de Viroflay, l'Europe, tout ça, mais pas du tout, puisque en fait ce nouveau plan FEDER FSE 2021-2027 à nouveau est doté pour la France de 27,5 milliards d'euros sur 7 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que 77% de ce budget sera co-géré par les conseils régionaux. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus près de nous que des instances un peu amphigouriques dont on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Donc, c'est intéressant. D'autant que 11 thèmes vont être financés. Et parmi ces thèmes-là, il y en a 3 qui ont attiré mon attention particulièrement. Le changement climatique, la transition énergétique et l'environnement, des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse très rapide. Je vous invite à lire un article du Lancet Planetary Health qui classe en 4e position la ville de Paris comme la plus polluée d'Europe, avec 2500 morts prématurées par an au dioxyde d'azote. Donc, c'est pas moi qui le dis. Vous savez, le Lancet, tout le monde sait ce que c'est le Lancet dorénavant. Donc, allez-y, The Lancet Planetary Health, vous allez trouver plus d'infos. Je continue sur le contexte budgétaire en parlant... vous êtes allé un peu plus vite que moi. Une phrase rapide quand même sur le PLF 2021, donc c'est-à-dire la loi de finances de cette année.
avec des choses qu'on voit tous les ans, hein, gel ou baisse des dotations de l'État, un grand classique, puisque donc on est en constante baisse depuis des années, on le verra tout à l'heure. Le budget d'assainissement transféré à VGP depuis l'année dernière, et puis le plan de relance du gouvernement, sur lequel je reviendrai, mais en gros, dont on peut imaginer comme ça en première approche qu'il y a un potentiel intéressant qui serait constructeur d'un contexte budgétaire favorable. En réalité, pour résumer à ce stade des choses ce dont on dispose, on parle de quoi? On parle d'un capitalisme d'État qui essaye, au travers d'un plan d'endettement massif, finalement, de mettre en place une doctrine keynésienne de la relance de la faible demande, de la faible offre, du chômage fort, de la sous-utilisation du capital et du mauvais moral de l'économie en général. Bon, c'est quelque chose qui a déjà été fait depuis les années 70. Tous ces plans de relance keynésiens, on le connaît, c'est une marque de fabrique des États hyper centralisés, et on sait comment ça se termine. En général, au bout de 2, 3, 4 ans, voire avant, c'est un plan de rigueur qui se présente à nous. Mais pour la partie qui pourrait nous intéresser plus directement, ça se résume, ce plan de relance, en l'état actuel des choses. Alors, on nous promet qu'il va y avoir des clauses de revoyure à différents moments, mais bon, on a déjà vu tellement de kermesses passer avec la grande consultation nationale et tout le reste, qu'on attend de voir dorénavant. Mais en gros, le fameux DSIL, que vous apprendrez à connaître, est peut-être un élément qui pourrait venir financièrement structurer un contexte budgétaire. Juste une chose, M. Issakli, c'est que j'ai entendu dire qu'il va falloir mettre fin au quoi qu'il en coûte. Donc là aussi, ça nous prépare aussi des avenirs certainement encore plus incertains. Oui, d'autant qu'on sait bien que souvent, le quoi qu'il en coûte s'arrête au seuil des budgets des collectivités, qui en payent souvent les pots cassés. Mais bon, laissons une chance au produit. Le désespoir n'est pas inéluctable, quoi. Autre point, alors je vous invite, en fait c'est une invitation, une lecture très intéressante, c'est le dernier numéro que choisir. Je n'ai pas d'intérêt, de conflit, de quoi que ce soit, vous savez c'est très à la mode en ce moment. Je l'achète en kiosque, hein, comme tout le monde. Alors il est intéressant parce qu'il fait le point justement de tout le barnum là, des rénovations énergétiques auxquelles on ne comprend rien, où les gens ne comprennent rien, ou très peu de choses, et qui est totalement décourageant du point de vue des formalités administratives à mettre en place. Donc vous voyez, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est une publication, je vous invite à le lire. Alors, juste un point très précis, parce qu'on a eu l'occasion à différents endroits de se voir reprocher de ne pas relayer tous les systèmes d'aide à direction des particuliers. Ben, il y a une règle d'or, en fait, dans la plupart de ces règles, qui veut que si vous ne réalisez pas des travaux occasionnant plus de 35% d'efficacité énergétique, eh ben c'est non. Et c'est intéressant et drôle, enfin drôle, tristement drôle, je dirais, car tout à l'heure, nous le verrons, à l'occasion de la présentation de la modification du PLU, eh ben, l'architecte des bâtiments de France refuse, par exemple, des isolations par l'extérieur. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. Mais bon, achetez-le dans un premier temps. Peut-être que ça sera le début de la résolution d'une énigme. Je reviens 2 secondes, sans m'attarder plus que nécessaire, pour vous indiquer ce qui se passe du côté de la région Île-de-France, où là, il y a des choses beaucoup plus proches de nous et compréhensibles en tous les cas, puisque donc, il existe ce plan de mobilisation qui vous est présenté, avec des aides concrètes. Au moment à l'occasion de ce DOB, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Des budgets dont on voit à la fois la nature, les orientations dans la partie basse avec des montants qui sont très précis. Donc voilà, on va essayer de s'inscrire dans ce contexte budgétaire. Et, diapo suivante, merci, une invitation à lire aussi, si le cœur vous en dit, si vous sentez une fibre européenne, à voir donc les engagements du plan 2000 FEDER-FSE 2021-2027. Tout est sur Internet. C'est des bonnes lectures, vous verrez, tout ça est intéressant. Et en plus, proche de nous, de plus en plus proche, puisque à la main des régions dorénavant, pour une grosse partie. À l'inverse, côté plan de relance, après un espoir qui est monté quand même assez fort, une petite déconvenue. Ça ne veut pas dire que tout le reste sera à l'image, mais bon, ça déçoit un peu quand même, puisque vous voyez là, je vous ai retranscrit un document officiel, c'est un vrai document, hein, c'est daté du 14 décembre, qui annonce une bonne nouvelle, c'est dans la partie basse, 650 millions d'euros, fléchés sur la rénovation technique des bâtiments publics. Voilà, donc ça c'était le 14 décembre, donc direction réglementation des collectivités territoriales, donc on se dit tiens, territorial c'est nous, on est concernés. Et puis le 15, c'est-à-dire dès le lendemain, eh bien,
production d'une annonce de presse sur le site de la préfecture, où on découvre que y a déjà, première tranche, 23 millions et quelques, qui ont déjà été phagocytés pour rénover tous les bâtiments que vous voyez, ministère des Armées, gendarmerie, ministère de la Justice, etc. Bon, déjà chapeau, hein, parce que instruction de 62 dossiers en 24 heures, entre le 14 et le 15 décembre, je retiens probablement que la prochaine fois qu'on soumettra un dossier, on pourra exiger encore plus de rapidité, puisqu'apparemment ils en sont capables. Bon, je ne soupçonne pas un instant qu'ils aient eu les informations avant tout le monde, c'était pas possible ça. En revanche, slide suivant, côté collectivité, alors là, c'est la part congrue, vous voyez, puisque très peu de choses, les montants parlent d'eux-mêmes. Donc, sur le DSIL, vous savez, le fameux DSIL dont on parlait au début, qui s'appelle dotation de soutien à l'investissement. Donc, les montants que vous voyez, alors on prend tout, hein, je vous rassure, hein, on ne va pas faire les difficiles, on prend tout. Mais on constate quand même qu'il y a quand même très très peu d'initiatives en matière de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique, et pour cause. Quand vous prenez connaissance de dossiers au dernier moment, vous n'avez pas le temps d'instruire sérieusement des dossiers là ou d'autres, apparemment, à hauteur de 62 projets, ont eu largement le temps d'avoir les documents avant tout le monde. Donc il n'y a pas énormément de travaux qui plaident dans le sens voulu, ou par ce plan de relance, par une des dimensions de ce plan de relance, mais on va y venir. C'est sûr que les travaux de rénovation d'une nef ou d'une église n'ont pas forcément, a priori, un caractère comme ça de développement durable, mais on y viendra. Mais je voulais quand même le montrer pour pas que les collectivités soient accusées de ne pas jouer le jeu ou de ne pas être à la hauteur des ambitions énergétiques ou de transition, puisque on le voit par le jeu des dates que on n'a pas eu le temps, quoi. Contexte général de la France. Voilà la diapo que je vous ai présentée. Alors, graphique de gauche, le solde de déficit public en pourcentage du PIB, donc gros plongeon en 2021. Trajectoire de redressement, donc à partir de 2021, 22, enfin tout au long de 2021, 22, 25, etc. Et puis graphique de droite, envolé évidemment, explosion de la dette publique. Alors on arrive à des niveaux extrêmement dangereux, puisque donc, comme c'est indiqué, moins 10% du PIB. Alors les trajectoires, on a un peu de mal à les croire, hein, puisque ça fait quand même des années qu'on nous promet des trajectoires, et d'année en année, quand on fait les comptes administratifs, on se rend compte que les trajectoires sont toujours déviantes par rapport aux annonces, surtout du côté des instances de l'exécutif national. Je rappelle que ces dernières années, hormis 2020 dont on n'a pas encore les chiffres, et le bloc communal est bénéficiaire, c'est-à-dire il n'est pas en déficit, il est en surbudget, et contrairement à ce qu'on croit, jusqu'à fin 2019 en tous les cas, le système de sécurité sociale, de protection sociale l'était aussi. Donc le déficit venait toujours de la même source, on la connaît. Et donc on a un peu de mal à avaler ces trajectoires, mais pour l'instant c'est ce qu'on nous présente. Toujours est-il que c'est quand même un élément structurant de notre budget, de notre débat, parce que c'est une exposition majeure au risque financier. C'est-à-dire on comprend bien, en voyant ces courbes, que le pays est exposé finalement aux volontés de ceux qui fixent des taux d'intérêt. Alors on nous dit oui, mais les taux d'intérêt sont négatifs, il n'y a pas de problème, il ne faut pas tout peindre en noir, etc. Oui, enfin, une des seules raisons qui font que les taux d'intérêt sont négatifs pour la France, c'est qu'on a le système fiscal le plus performant du monde. Hein. N'allez pas croire autre chose. Hein. Alors l'Allemagne nous tient un peu aussi par son activité, son dynamisme économique, mais c'est à l'extérieur même des éléments structurants financiers qu'il faut chercher les raisons de ces taux d'intérêt négatifs. Si demain l'Allemagne tousse, les taux d'intérêt vont s'envoler. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus facilement, aussi facilement qu'aujourd'hui, faire face à la dette. Et quand on ne fait plus face à la dette au niveau national, à un moment donné, c'est inévitable, un appel à l'effort commun, à la grande union est fait. Et là, les collectivités seront mises en jeu. Donc c'est là qu'est le danger. Il faut comprendre le mécanisme en une phrase très rapide. Derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce que tout le monde entend à la télé, à la radio, qui montre comment la BCE, Banque Centrale Européenne, rachète de la dette des pays et évite donc une démonétisation en fait, de ces obligations ou de ces moyens de financement. C'est la seule raison pour laquelle le système tient, avec la solidité financière de l'Allemagne qui n'est pas à ce niveau d'écroulement comme le nôtre. Si demain cela se grippe un peu,
on est exposé potentiellement, puisque ça sera une contrainte forte, à un rebelotage extrêmement lourd de la loi de finances. Et donc on sera forcément impacté d'une façon ou d'une autre. Dernier point concernant le contexte, eh bien évidemment le Covid, ou la Covid, comme vous voulez, vous choisissez, avec un récapitulatif qui vous est présenté, montrant l'impact en fait, financier pour Viroflay en 2020, à la fois en défaut de recettes, c'est la partie haute du tableau, le premier tableau, 840 000 €, et puis des dépenses supplémentaires à hauteur de 350 000 €, le deuxième tableau, ce qui vous est rappelé sur la droite, parce qu'il a fallu, vous le savez, quoi, hein, les masques, les tests et tout le reste, j'y reviens pas, les plexiglas, etc. Donc voilà, donc tout ça, ça a un impact évidemment. Alors, ce qui est un petit peu, je dirais, structurant pour 2021, hormis le fait que, évidemment, je ne sais pas comment va évoluer tout ça du point de vue sanitaire, hein, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Par contre, ce que je sais avec certitude, c'est que la loi de finances rectificative numéro 3, donc votée par l'Assemblée, a décidé de ne pas, donc en 2020, de ne pas compenser les pertes de recettes tarifaires des collectivités territoriales. C'est-à-dire que la grande majorité des 840 000 € de pertes de recettes, l'État, par la loi de finances rectificative numéro 3, nous a dit, nous, collectivités, vous vous débrouillez, quoi. Donc, ne voyant pas, pour ma part, une résolution rapide du problème du Covid, je me dis qu'il est probable que l'on continue sur cette tendance. Donc, à vérifier, à surveiller tout au long de l'année. Et donc, évidemment, tout ça a un impact sur nos budgets. Alors, malgré tout ça, on a quand même réussi à poser un certain nombre d'objectifs, de priorités, et d'accompagner tout ça par des orientations budgétaires. Donc elles vous sont présentées à l'écran. Ça touche l'urbanisme, le logement, avec la poursuite du programme Viroflay 2025. La sécurité des habitants, avec un renforcement de la police municipale, c'est un objectif qui est fixé, qui est en route d'ailleurs, qui est en cours de réalisation. Évidemment, le commerce local qui est indispensable, c'est un des seuls petits branchages encore qui relie le lien social, enfin qui constitue le lien social entre ceux qui peuvent encore sortir dans la rue à différents moments, se croiser, avoir un minimum d'échanges. Donc le commerce local est un élément de plus en plus central dans la construction du lien, en l'état actuel des choses, là où le théâtre sont fermés, les sports est fermé, etc. Vous savez tout ça. Évidemment, une politique environnementale pragmatique qui vise en fait à aller concrètement vers des choses qui fonctionnent et qui sont mesurables, et beaucoup moins vers, je dirais, cette tendance pour d'autres strates de faire des rapports ou des méta-rapports. On en a suffisamment. Donc une orientation très claire aussi dans ce sens, etc. La poursuite du programme d'accessibilité, le plan de rénovation des voiries et des investissements, ces deux derniers points étant indispensables, car dès lors qu'on cesserait pendant une année ou deux de maintenir les infrastructures, de maintenir les bâtiments, eh bien, il est inévitable que 2, 3, 4 ans après, nous nous retrouverions avec des montants très supérieurs à engager en vue de rattraper ce qui n'a pas été maintenu en temps et heure. Et donc, en regard de tout ça, nous réitérons un certain nombre d'orientations financières à ce stade du DOB. Donc, modulo évidemment l'ensemble des incertitudes et de la volatilité et du traitement erratique d'un certain nombre de situations sanitaires auxquelles on pourrait faire face, qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui, mais nous ne cédons pas à un catastrophisme obscur, puisque pas d'augmentation de la fiscalité, la stabilité des tarifs, on verra ça tout à l'heure, on va balayer un à un tous ces points-là en donnant des précisions. Un endettement limité ou maîtrisable, et le dernier point, donc, qui fait écho à ce dont je parlais, relatant à la fois ce qui se passe au niveau de la région, mais aussi de l'Europe, maximiser nos recherches de subventions auprès de tous nos partenaires actifs, comme c'est précisé dans le dernier point. Voilà, merci. Alors, comme c'est le premier DOB pour un certain nombre de nouveaux élus, donc on a rappelé ici la structure de la construction budgétaire, et je rappelle, comme l'indiquait Monsieur le maire en introduction, qu'on n'est pas sur le vote du budget,
Mais donc c'est au fin de mieux comprendre ce qui va suivre que cette articulation entre budget de fonctionnement, qui est sur la moitié haute de l'écran, et budget d'investissement, qui est sur la partie basse, est rappelée à l'écran. La liaison, la charnière entre ces deux, qui sont constituées à la fois de dépenses et de recettes, et le résultat de la section de fonctionnement que vous voyez en vert, qui vient alimenter quand c'est excédentaire, et ça doit être excédentaire, puisque nous, collectivités, devons présenter des budgets à l'équilibre, par obligation, eh bien, cet excédent vient alimenter les recettes du budget d'investissement. Donc on voit à quel point, dans ce schéma qui nous est imposé, ce n'est pas un choix comptable de notre part, eh bien, à quel point il est important de maîtriser les dépenses et les recettes sur la partie fonctionnement, de sorte à pouvoir disposer d'une capacité d'investissement dans la partie basse. Et donc c'est sur ce canevas, sur cette grille de lecture, que viennent s'inscrire les services techniques, les bâtiments, la voirie, les services supports, tout ce qui touche à l'informatique, aux services du personnel, mais aussi les services aux habitants, les affaires économiques, la police municipale, tout ça s'inscrit, la petite enfance, les crèches, les LAEP, tout ça s'inscrit budgétairement dans ce canevas qui vous est présenté à l'écran. Et ce canevas, dernière phrase, vous le voyez dans le titre, est le même que l'on parle du BP, donc c'est-à-dire le budget primitif, le CA, le compte administratif, ou une DM, une décision modificative, que peut-être on aura à rencontrer tout au long de l'année. Donc synthétisant tous ces éléments qualitatifs que j'ai tenté de résumer le plus possible en introduction un peu longue, mais peut-être nécessaire pour bien faire comprendre dans quel contexte nous évoluons, eh bien nous avons posé des hypothèses chiffrées, quantitatives cette fois, sur le canevas que je vous présentais juste avant. Donc on y trouve sur la partie gauche, en haut, les dépenses, à hauteur d'un total de 21,1 millions d'euros. À droite, horizontalement, les recettes, à hauteur de 22,8 millions. Et donc vous retrouvez, dans le petit rectangle vert, la différence, 22,8 moins 21,1, de 1,7, qui est notre capacité d'autofinancement, qui viendra abonder, si nous confirmons ces chiffres au moment du vote budgétaire, eh bien, les recettes d'investissement qui sont dans la partie en bas à droite. Alors, si on regarde rapidement le détail des grands chiffres qui vous sont présentés, tout d'abord, le chiffre en haut à gauche des dépenses de personnel à hauteur de 11,6 millions d'euros, c'est l'estimation dont on dispose aujourd'hui. C'est une estimation, hein, encore une fois, on s'entend bien, nous sommes bien dans un DOB. Alors ce chiffre, en fait, par rapport à l'année précédente, a légèrement évolué, il est en train d'être affiné. Ensuite, en dessous des autres dépenses à hauteur de 7 millions, alors je vais à chaque fois vous donner une petite indication, brève, je vous rassure, vous indiquant ce que vous trouvez dans chacun de ces chiffres. Alors, donc on en était aux dépenses de fonctionnement, donc on a fait 11,6, voilà. Donc 7 millions, autres dépenses courantes. Alors on y trouve tous les contrats d'entretien, le balayage des rues, les énergies, l'électricité, le chauffage des écoles, l'alimentation, c'est ce qui constitue la matière première des repas qui sont servis, tant dans les écoles qu'ailleurs. Ça inclut aussi des services qu'on retrouvera un petit peu plus tard en matière de petite enfance. Voilà, tout ça c'est dans les 7 millions, donc ce sont des dépenses qui trouvent un champ d'usage utile, plus d'autres qui constituent en fait des dépenses liées à la nécessité de fonctionnement des services. Ce que vous avez en dessous, subvention, autres charges, 1,6 million, on y trouve essentiellement bien la caserne de pompiers de Viroflay, puisque peu de gens peut-être le savent, mais cette caserne nous coûte 550 000 euros par an pour pouvoir la maintenir sur place, et je pense qu'elle rend quand même de grands services. Avoir une caserne de pompiers à proximité, c'est quelque chose d'important, ne serait-ce que pour pouvoir disposer d'une aide éventuelle rapidement. Et on y trouve également des subventions aux associations et un point que j'ai souligné, je l'ai mis, je vais vous le donner, le coût du démarrage du centre aquatique des Bertizettes.
qui est donc prévu courant de cette année, probablement aux alentours d'août, me dit-on, et dont le démarrage en fait sous forme de centre aquatique des Bertillettes, puisque maintenant le nom a été choisi, j'ai bien compris, eh bien, a été pris en compte dans ce montant. Plus après d'autres prélèvements qui portent des noms comme le FPIC, qui n'est pas une maladie, et d'autres, mais qu'on subit depuis des années, on va y revenir un peu plus tard, vous en verrez l'évolution. Alors, un point quand même, je précise, sur l'avant-dernière ligne, il y a marqué FPIC plus autres prélèvements. Je m'attarde juste une seconde là-dessus parce qu'il y a toujours une chose, moi, qui m'a toujours étonné. Dans ces 0,8 millions d'euros, c'est-à-dire ces 800 000 euros, ben une fraction, alors vous allez me dire c'est pas énorme, mais à hauteur de 60 000 euros cette année, et on prévoit de l'ordre de 75 à 80 000 euros, enfin quand je dis cette année en 2020, pardon, eh bien ces 60 à 80 000 euros, c'est assez étonnant, mais c'est ce que l'on paye du fait de la perte de recettes de l'État après la mise en place du FPS, vous savez, le forfait stationnement. Et alors, assez étonnamment, on nous avait écrit, après la mise en place de ce système, que la police n'avait pas assez verbalisé. Et du coup, il manquait d'argent. Donc, on devait payer ce différentiel. Donc, en gros, c'est une espèce de taxe à la carence de verbalisation. C'est assez étonnant. Je trouve que la nature même de ce flux de 60 à 80 000 euros questionne quant à la pertinence de taxer les communes parce que leurs habitants ou les gens qui y passent ne commettent pas assez d'infractions. C'est assez choquant sur le plan intellectuel, quoi. Mais bon, c'est dans ces 800 000 euros, on l'a compté. Bon, voilà. La concurrence qu'un jour, des dispositions changent pour que tout ça prenne un sens plus commun, quoi. Sur la partie recettes, donc là je vais sur la partie droite du tableau, des recettes de fonctionnement à hauteur, comme je l'indiquais, de 22,8 euros, c'est ce que nous estimons aujourd'hui, en attente d'un budget plus précis, dont les impôts et taxes se montent, comme c'est indiqué, à hauteur de 15,7 millions. Alors, les impôts et taxes, en fait, la fraction d'impôts directement visible par les viroflésiens, c'est-à-dire la partie taxe foncière et ex ou ancienne taxe d'habitation, je ne sais plus comment l'appeler à ce stade des choses, ne constitue que 11,5 millions de ces 15 millions 7. Le reste étant ce qui s'appelle FNGIR, droit de mutation, etc., que nous avons posé à un niveau plus bas pour les droits de mutation. Les droits de mutation, c'est la part que la ville perçoit sur les transactions immobilières. Donc nous avons posé dans une hypothèse à 1,2 million pour l'année 2021, après avoir une estimation au budget 2020, c'est-à-dire de l'année dernière, de 1,3 million, mais on anticipe une baisse, un certain tassement de ces recettes. Voilà, s'en suivent d'autres produits et services, comme je l'indiquais tout à l'heure. Parmi ces produits et services à hauteur de 3,4 millions, je suis toujours en haut à droite dans le tableau des recettes, eh bien on y trouve tous les services aux usagers pour le périscolaire ou la petite enfance qui constitue le gros de ce budget. Et comme je l'indiquais dans nos objectifs et nos orientations, nous n'envisageons pas d'augmentation budgétaire. On va retrouver ça un petit peu plus loin. Voilà, plus des dotations et subventions à hauteur de 3,6 millions sur lesquelles je ne détaille pas, hormis peut-être de rappeler que 1,2 million sur ces 3,6 millions proviennent de la caisse d'allocation familiale pour les crèches et le périscolaire, et 1,6 million, donc le deuxième gros morceau de ces 3,6 millions, est constitué de la dotation globale de fonctionnement, qui est en baisse constante, que j'évoquais au début, et qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans des graphiques. Donc tous ces chiffres mis bout à bout, si vous voulez bien, merci. Juste une petite précision sur le slide précédent. Vous avez fait référence à la caserne des pompiers, oui. Qui nous coûte 550 000 euros. En fait, nous n'aurions pas de caserne, nous paierions également 550 000 euros. Absolument. Donc, ce n'est pas la garantie de payer, de l'avoir sur place. Donc, c'est la contribution de chacune des villes au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours, et donc qu'on ait ou pas de caserne. Voilà, je tenais à préciser parce que on pourrait se dire, si jamais il y a
une refonte des casernes dans les Yvelines et que celle-ci disparaît, on continuera à payer, je vous le rassure. C'est tout à fait ça, comme le rappelle Monsieur le maire. Je ne l'ai pas expliqué en détail, mais pour ceux qui connaissent Viroflay depuis longtemps, la caserne est sur place depuis plusieurs décennies. Et donc, au moment d'une énième réforme, il y a X années, dont je ne me souviens pas du détail, eh bien, c'est grâce à cet effort financier aussi, c'est-à-dire en prenant en charge les locaux même qu'occupent les mêmes pompiers aujourd'hui, que dans une certaine mesure, ça a contribué à les maintenir sur place. C'est dans ce sens que je disais les choses. Mais oui, tout à fait. Nous payerions de toute façon. Ouais. Donc là, une vue graphique sur laquelle je ne vais pas m'attarder, qui reprend en proportion et en euros absolus les chiffres que nous balayons précédemment. Vous y retrouvez le point principal, enfin disons l'apport principal en recettes qui est en bleu, puisque ça pèse 69% de nos recettes. Alors 69%, c'est considérable, mais c'est en même temps un peu trompeur, car dans ce chiffre-là, eh bien, s'intègre l'ex ou la future ex-taxe d'habitation, dont en réalité les modalités de mise en place indiquent une forme de perte d'autonomie, en tous les cas, des collectivités sur cette part de revenus qui est très importante. Bien qu'elle sera remplacée par une fraction de la taxe foncière que le département nous cédera, le département des Yvelines, et c'est en ça que je faisais référence dans mon contexte budgétaire en une image, parlant du baigneur à qui peut-être sûrement même le département prêtera un t-shirt en plus du maillot de bain qui lui reste, quoi. Et donc n'allez pas imaginer que 69% de recettes provenant des taxes indiquent une parfaite autonomie décentralisée de la France, pas du tout. Alors, un point historique. Alors pour mémoire, ça n'a pas de lien direct avec le contexte 2021, mais c'est intéressant d'en voir l'évolution, et puis surtout d'imaginer ce que nous aurions pu faire si les choses avaient été différentes depuis l'année 2012. Ce que l'on voit là, c'est la DGF, la dotation globale de fonctionnement, dont j'ai parlé brièvement, puisqu'elle s'intègre comme une recette dans le budget de fonctionnement qu'on évoquait précédemment, et dont on voit en bleu l'évolution depuis l'année 2011. Et donc en l'espace de 10 ans, elle a perdu presque la moitié. Et donc c'est plus de la moitié même. Et à l'inverse, si vous considérez la courbe orange, qui est cumulative finalement de ce que d'année en année nous perdions à la fois en budget mais aussi en autonomie d'action, parce que n'oubliez pas, tout cet argent, comme je l'indiquais, dès lors qu'il est excédentaire d'une façon ou d'une autre du budget de fonctionnement, vient abonder à l'investissement. C'est ça qui est important, qu'il faut retenir, parce que c'est une autonomie sans moyens, ça n'est pas une autonomie. Dans une négociation où vous n'avez que le poids des chaînes à négocier, autant passer à autre chose. Et là, on voit, en 2021, si vous regardez la courbe orange, 11 558 000, c'est ce que nous n'avons plus reçu depuis 2012 en cumulé. Donc on peut imaginer sans difficulté ce que nous pourrions faire avec cet argent si nous n'avions pu en disposer et l'utiliser autrement. Et donc on retrouve en 2021, sur la courbe bleue à nouveau, j'y reviens, complètement à droite, eh bien 1,6 million avec une baisse de 52 000 euros de la DGF. Alors on n'a plus la pente vertigineuse des années 2015, 16, 17, où là ça a été quand même beaucoup plus rapide et difficile à amortir. Donc on est là, c'est bon, on est habitué à être moins pauvre. Donc on sait gérer, quoi, on vit autrement. On va vers les achats pouces repères et on s'en sort comme ça. À l'inverse, ce qui est là par contre très peu prévisible, c'est ce que l'on appelle les droits de mutation, DMTO en langage comptable administratif, qui est très dépendant finalement du dynamisme du marché immobilier. Puisque vous voyez la courbe bleue par rapport à la courbe orange, la différence entre notre évaluation et le réalisé.
Évidemment, ça n'est pas notre cœur de métier, le secteur de l'immobilier, donc personne ne pourra nous faire grief de ne pas prévoir à 30% près quelle sera la fraction de droits de mutation qui reviendra en recette dans notre budget. Il y a un facteur d'aléa, on le voit. Voilà, nous faisons en permanence des petites études, je veux dire des petites projections, des analyses de marché dans notre coin. Hein, je vous rassure, on ne consacre pas un budget à faire une étude de marché du secteur immobilier partout en France, mais on essaye d'estimer au moment de la construction budgétaire au mieux ce que pourrait être ce budget des MTO, donc droit de mutation. Alors, on n'y arrive pas toujours, vous voyez les différences. De temps en temps, les courbes se croisent, mais c'est presque plus une coïncidence qu'autre chose. Voilà, donc un contexte d'aléa assez compliqué, là aussi, à maîtriser, mais bon, on sait gérer en moyennant ce risque avec d'autres. J'en parlais au tout début dans les orientations, indiquant que nous n'avions pas l'intention d'augmenter les recettes tarifaires. Donc c'est ce que vous trouvez en dernière ligne de cette diapositive, qui vous rappelle que notre intention n'est pas d'aller vers une augmentation des tarifs en 2021, ayant d'ailleurs subi en 2020, c'est l'avant-dernier graphique en partant de la droite, qui s'appelle BP 2020 total, qui en fait est le BP 2020 revu en juillet dernier, en juillet 2020, ce que l'on appelle une décision modificative. Rappelez-vous le canevas que je vous présentais du fonctionnement des budgets, fonctionnement et investissement de leur articulation au début, vous indiquant que ce canevas valait autant pour le BP, le CA et la DM, donc décision modificative qui a été prise en juillet 2020. C'est l'avant-dernier graphique en partant de la droite. Donc nous y voyons que nos recettes par rapport à notre budget 2020 initial qui se montait à un total de 3 337 000, finalement a été revu à la baisse à 2 837 000, tel que vous le voyez. Et puis pour la partie tarifée, c'est-à-dire la partie en bleu, qui touche le périscolaire et la petite enfance, notre projection pour l'instant budgétaire au stade de ce DOB en 2021 sera à hauteur de 2 431 000, c'est-à-dire en dessous du budget initial de 2020, qui était de 2 576 000, mais en légère hausse, en hausse malgré tout, par rapport au BP 2020 total, qui est donc la révision du BP 2020 initial, estimant que les choses environnantes seraient plus favorables au cours de cette année, enfin comparé à 2020 en tous les cas, donc permettant d'anticiper que probablement il y aura plus de demandes autour du périscolaire, de la petite enfance, par un assouplissement d'un certain nombre de choses. Le reste, les 834 000 euros que vous voyez en haut à droite, de couleur verte, qui correspondent à autres dépenses, est un ensemble de... Pardon ? Ah pardon, recettes, oui. Correspondent à un ensemble de petites recettes qui, cumulées entre elles, constituent quand même 834 000 euros, ce qui n'est pas négligeable, loin s'en faut. Du côté des dépenses, cette fois-ci, voilà le bilan actualisé en tous les cas des éléments de débat d'orientation budgétaire auxquels nous pouvons arriver à ce stade des choses, qui sera donc affiné d'ici début mars, au cours duquel nous présenterons un budget plus affiné. Mais en l'état actuel des choses, ce que l'on constate, c'est une augmentation des dépenses de fonctionnement, puisque le chiffre vous est indiqué en haut, 970 000 euros de plus, correspondant à 4,8%. On sait expliquer ces dépenses. Ce ne sont pas des dépenses superfétatoires, loin s'en faut, mais elles sont à la fois attachées à l'exécution d'une volonté politique. Je pense par exemple à la fraction de ces 970 000 euros de surplus qui touche aux dépenses de personnel, puisque nous aurons un renforcement des équipes de police municipale avec des personnels en plus. Donc ça n'est pas un budget auquel on ne sait pas rattacher un service supplémentaire rendu à la population et à la ville. C'est aussi un ensemble de dépenses dont à hauteur de 483 000 euros, c'est-à-dire un peu moins de la moitié,
dont certaines sont ponctuelles, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses cycliques qui reviennent toutes les 2, 3, 4, 5 années selon, puis un ensemble d'autres dépenses qui elles, ont un caractère plus récurrent, mais qui sont liées, par exemple, je ne vais pas donner les chiffres des caméramans, mais le fait de filmer nos conseils municipaux a un coût, voilà, donc c'est une autre charge, mais bon, si nous ne le faisions pas, eh bien, c'est un peu à l'image du conseil de défense, nos conseils municipaux seraient à huis clos, au secret, ça n'est pas une volonté. Voilà, donc tout ça s'explique et donne, à l'image de ce dont nous parlions, regardant le camembert qui illustrait la ventilation des recettes prévisionnelles, eh bien nous avons, à l'instar de cette infographie, la répartition de ces dépenses, où vous retrouvez en pourcentage les dépenses de personnel à hauteur de 55%, donc c'est essentiellement de la masse salariale, les autres dépenses en bas à gauche que j'évoquais, voilà, plus différents postes. Parlons de la masse salariale et de la structure du personnel, donc elle vous est présentée à l'écran. Donc dans la fonction publique territoriale, il y a 3 catégories d'emplois qui s'appellent ABC, que vous trouvez en bas à gauche, et vous est indiqué en fait, vous sont indiqués le nombre de personnes par catégorie ABC, donc 54, 28, 270, précisant le nombre de personnes qui sont à temps complet et leur équivalent temps plein, voilà, à titre d'indication. L'ensemble constitue une équipe donc, de 352 emplois dont la ventilation vous est donnée par filière sur la partie droite de l'écran, c'est-à-dire le camembert qui est éclaté. Alors, il y a certains titres qui sont un petit peu trompeurs. Si par exemple vous prenez le camembert orange qui s'appelle technique, on y voit 111 personnes, donc on pourrait imaginer comme ça, de dire wow, 111 personnes c'est quand même beaucoup, mais ça inclut les agents des écoles notamment. Donc le caractère technique qui est alloué à ce groupe, à cette filière, n'indique pas forcément une technicité liée à un aspect de bâtiment, de voirie, d'informatique ou ce genre de choses. Il y a aussi, comme je l'indiquais, les agents des écoles qui sont dans cette filière qui s'appelle technique. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Parlant des masses salariales, vous est rappelé à l'écran ce qui s'appelle les CA, dans le tableau qui est présent devant vous. Les CA, ce sont les comptes administratifs, c'est-à-dire c'est le constat de l'exécution budgétaire en fin d'année. Et donc d'ici quelques mois, nous vous présenterons d'ailleurs le compte administratif, le CA, donc 2020, qui apparaît complètement à droite du tableau, suivi de la mention prév pour prévisionnel, puisqu'il n'est pas encore complètement figé, mais vous en voyez la progression, c'est l'exécution budgétaire. Il faut savoir que, en un mot, budgétairement, nous devons, c'est une obligation, porter au budget le montant de l'enveloppe salariale des personnels qui sont prévus d'embaucher ou d'être remplacés en cours d'année de façon complète. Ce qui peut expliquer pourquoi nous avons d'un côté parfois des montants, comme je l'indiquais par exemple, à hauteur de 11 400 000 € pour un budget du personnel, alors qu'en CA, donc en compte administratif, c'est-à-dire en mesure d'exécution budgétaire au cours de l'année précédente, nous sommes plutôt dans l'ordre de grandeur de 10 millions, 10 millions et demi, en gros. Cette différence provient de là. Elle ne provient pas d'un défaut de planification ou de prévision, mais de l'obligation faite de budgéter entièrement un poste. Et évidemment, ni, comme partout, l'on ne maîtrise au jour près la date de recrutement de quelqu'un, et ni non plus nous ne maîtrisons le délai de préavis pour des personnes qui rejoindraient Viroflay venant d'un autre poste avant qu'elles rejoignent les équipes. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui crée cette différence apparente, mais qui s'explique de cette façon et qui n'est pas spécifique à Viroflay. La structure de la masse salariale, je ne sais pas si on va s'attarder plus que nécessaire, mais je crois que tout le monde a compris. Voilà. Le fameux FPIC dont on voyait l'existence en tout début de présentation, donc c'est le fonds de péréquation intercommunale,
Donc il y a quelque chose qui est apparu en 2012 et qui, voyez, lui, progresse aussi. Alors de temps en temps, on voit un petit creux. En 2016, on se dit, ah tiens, il y a une petite baisse. Mais non, en fait, il n'y a pas eu de petite baisse. C'est que Versailles Grand Parc, en 2016, a contribué à aider au paiement du FPIC, puisque vous voyez que la courbe est quand même assez raide. Et donc, il y a certaines années où Versailles Grand Parc, l'agglomération auquel la ville est adhérente, a pris sa part de FPIC pour aider les communes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est là, qui on va fêter le 10e anniversaire l'année prochaine, et dont l'intention est assez intéressante parce qu'elle visait en fait à aider les communes qui étaient défavorisées sur le plan budgétaire. Mais de temps en temps, je regarde par curiosité certains rapports faisant l'état des lieux de la pauvreté, je dirais, en France ou dans certaines communes ou dans certains départements injustement ciblés en permanence. Et puis je me rends compte que la pauvreté ne recule pas, en fait. Hein. Donc on a là probablement un ovni administratif qui ne fonctionne pas, mais qui continue sa vie, son évolution, un peu dans la lignée de la doxa qui pilote ce genre d'appareils administrativo-financiers dont on connaît le mode de fonctionnement, à savoir, quand ça ne marche pas à petite échelle, c'est tout simplement qu'on n'en a pas fait assez, donc il faut en faire beaucoup plus, et ça finira par marcher. Apparemment non. Au bout de 10 ans, on peut dire que non. Bon, on ne désespère pas que les choses changent à un moment ou à un autre. Pour cette courbe-là, on n'a pas fait la courbe du cumulé. On aurait pu faire comme tout à l'heure pour oui, la DGF. En l'occurrence, si on fait l'addition de tout ça, c'est une perte de près de 3,8 millions, donc cumulé depuis 2012, qui s'additionne aux 11,5 millions tout à l'heure de cumulé depuis 2012 de baisse de la DGF. Donc vous voyez, ça fait plus de 15 millions d'euros qui ont échappé à la ville de Viroflay, dont nous aurions eu un usage tout à fait utile, je pense, pour les Viroflaysiens. Tout à fait. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi, d'un côté, comment pouvaient certains plaider d'un côté des circuits courts d'approvisionnement, quand ils parlaient d'environnement et de frugalité et de préservation de la biodiversité. Donc là, on parle beaucoup de circuits courts, mais sur le plan financier, jamais. Alors que les circuits courts seraient la clé, c'est-à-dire en allouant ces sommes d'argent à un circuit court, c'est-à-dire directement des communes qui peuvent en payer le prix du FPIC vers des communes qui en auraient vraiment besoin. Je pense qu'à la fois, on mettra en place un circuit court administratif et financier qui serait très utile pour que les subsides arrivent le plus vite possible entre les mains de ceux qui en ont véritablement besoin. Et puis deuxièmement, ça éviterait des pertes en ligne le long des tuyaux infinis dont les coudes et les U finissent par diluer une bonne partie de cet argent. Mais bon. J'imagine qu'à d'autres niveaux, plus intelligents que nous, ils se sont posés ces questions, ils ont des réponses, mais on ne peut pas les comprendre. Alors, faisant le bilan graphique, cette fois-ci, de ces dispositions, de ce dont on parlait en matière de recettes, de dépenses et de capacité d'autofinancement, je vous invite à observer donc ce jeu de courbes, qui n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser en le regardant, et en commençant par les deux courbes basses. La courbe rouge vous montre la capacité d'autofinancement prévisionnel, donc dont je rappelle quelle est la différence, et vous avez rappelé en bas, c'est l'épargne disponible, c'est-à-dire la différence entre nos recettes et nos dépenses, et donc nous sommes sur une projection à ce stade des choses de 1 700 000 euros, tel que vous le voyez. Et sur la courbe juste au-dessus, en orange, eh bien, on y trouve la CAF réalisée, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement réalisée ces dernières années, donc 2018 complètement à gauche, 2019 et 2020. Et donc, évidemment, on mesure une différence. Alors, ces différences proviennent des courbes qui sont au-dessus, en bleu et en vert, à points gris, jaune et carré vert et bleu, où là, identiquement à ce qui est fait dans la partie basse du graphique, eh bien, nous comparons en dépenses et en recettes le budget prévisionnel avec le réalisé. Et donc, bien évidemment, chaque fois que nous réalisons un peu plus de recettes et un peu moins de dépenses, eh bien, nous augmentons le solde, c'est-à-dire ce que l'on retrouve dans la partie basse du graphique. Et donc, c'est une réalité, en fait, qui retranscrit bien ce dont je vous parlais, parlant, par exemple, de la masse salariale, dont je rappelle qu'elle pèse 55% du budget, puisque nous pourrions comme ça, en première lecture, dire ah oui, mais il y a une grande différence dans les deux courbes du bas, entre la rouge et l'orange,
Mais rappelez-vous ce dont je vous parlais, ne serait-ce que pour évoquer la masse salariale, il y a donc cet effet technique que je détaillais, auquel s'ajoute d'ailleurs un autre élément qui n'est pas des moindres, à savoir que budgétairement, lorsque nous budgétons des dépenses, que ce soit pour la passation de marché, pour des prestations de services ou quoi que ce soit, eh bien, nous ne sommes pas interdits de faire mieux que ce que nous avons budgété. C'est-à-dire que, heureusement, et par, je dirais, volonté d'utiliser au mieux les deniers des filles reflésiens, nous recherchons toujours une offre plus intéressante, plus avantageuse financièrement, et donc dégageant, là encore, une marge de manœuvre qui se retrouve dans la différence entre les deux courbes du bas, entre la courbe rouge et orange. Voilà, donc retracer l'articulation à travers 3 années passées du fonctionnement, recettes, dépenses et capacité d'autofinancement budgétées et constatées au niveau des comptes administratifs. Un mot sur l'endettement qui vous est récapitulé. Donc Viroflay est une ville qui est peu endettée, comme vous le voyez, puisque vous avez en bas à la fois le niveau de la dette par habitant et la moyenne de la strate à 864 € et la moyenne nationale. Une capacité de désendettement qui est l'avant-dernière ligne du tableau de 3,4 ans, ce qui est donc très bien, donc un encours total d'emprunt qui vous est rappelé pour information dans la première ligne, précédant le tableau qui vous est montré. Donc une capacité de désendettement qui est pleine. Ça veut dire que nous avons des possibilités d'aller vers des investissements ambitieux, des projets tels que celui qui vous est présenté, qui a déjà été évoqué ici même et en dehors à plusieurs reprises, commençant par le gymnase des Prés-aux-Bois. On comprend bien que sans capacité d'endettement ou une capacité d'endettement détériorée, rappelez-vous le graphique que je montrais concernant le contexte budgétaire 2021 où la France est endettée à hauteur de 120% de son PIB. Donc on comprend bien que ça devient compliqué à partir de là. Nous ne sommes pas dans une situation à notre échelle, et donc nous pouvons envisager sereinement et sérieusement d'aller dans le sens d'investissements structurants d'avenir pour notre ville et pour ses habitants. Donc vous avez présenté un de ces projets d'investissement, le gymnase des Prés-aux-Bois, qui est donc sur la partie rive droite de la ville, avec un programme ambitieux qu'on redétaillera à d'autres occasions, et face auquel il y a un certain nombre de subventions que nous solliciterons et que nous espérons obtenir. Deuxième grand investissement, la réfection de l'école des Aulnettes, donc avec les montants qui vous sont présentés, un investissement qui touche essentiellement des travaux d'isolation thermique, chauffage, toiture et menuiserie, tel qu'indiqué, donc contribuant à l'entretien du patrimoine de la ville et au confort des élèves qui fréquentent cet établissement. Un projet innovant, là aussi, puisqu'il touche au bâtiment dit de Dieu-le-veut, avec une intention, un projet qui est donc d'en faire un bâtiment à la fois connecté, démonstratif d'un ensemble de dispositions et de choix en matière environnementale, impliquant, comme c'est indiqué, la participation d'adolescents et de la population qui viendra fréquenter ce lieu. Donc, une belle opportunité, puisque c'est un bâtiment qui nécessite une innovation d'une certaine ampleur, eh bien, l'occasion aussi pour nous de franchir une étape supplémentaire vers un avenir plus durable, plus lointain, un horizon peut-être de 10-15 ans, en mettant en œuvre des technologies et des nouveautés en regard de ces orientations en matière de transition énergétique notamment et de frugalité dont on a évoqué les points précédemment. Autre investissement, la crèche des réservoirs, déjà évoqué également ici même, dont les montants sont indiqués. Le bâtiment de La Forge, qui est donc sur l'avenue, qui fait l'objet en fait d'un projet pour créer un pôle senior, comme c'est indiqué, et qui est à un stade de prédéfinition, tel que vous le voyez à l'écran. Donc il ne s'agit pas d'un projet qui, à ce stade des choses,
nous permet de vous montrer une photo, une simulation, mais un projet qui va démarrer, comme c'est indiqué, à horizon 2022, qui est en cours d'instruction et qui va prospérer jusque-là. Mais donc budgétairement, eh bien, il convient dès à présent d'allouer les montants nécessaires en vue que tout ça se réalise en temps et heure en regard du planning qui est indiqué. Rénovation thermique et sécurisation des locaux de police municipale, un coût de 420 000 €, des subventions possiblement allouées pour ce projet également, des besoins qui sont liés à la fois aux conditions opérationnelles de cette police municipale dont la mission évolue en permanence, surtout depuis un an ou deux, où l'on voit bien que la police nationale est plutôt accaparée par d'autres missions, et donc ce qui implique à la fois de s'adapter à ces circonstances nouvelles, mais aussi d'adapter les locaux pour accompagner ces circonstances nouvelles. Voilà. Je rappelais également en introduction qu'une des dispositions du contexte budgétaire 2021 était, depuis un an, puisque ça date de janvier 2020, le transfert de la compétence assainissement à l'agglomération de Versailles-Grand Parc et de toutes les autres agglomérations d'ailleurs. Alors, l'assainissement, c'est quoi? L'assainissement, c'est les égouts en fait. Et donc, au-dessus des égouts, il y a les chaussées. Et donc, nous refaisons aussi les chaussées. Nous entretenons évidemment les voiries. Et donc, ce qui vous est présenté, c'est le programme préliminaire d'investissement sur les chaussées, au bénéfice du confort d'utilisation des rues de la ville, pour sa fraction hors assainissement, comme c'est précisé entre parenthèses. Ce qui n'empêche pas, et c'est ce que nous faisons en parallèle, de construire, d'élaborer un plan complémentaire à venir, tenant compte des nécessités aussi de rénovation et de maintenance des réseaux d'assainissement, mais conjointement avec Versailles-Grand Parc, qui est un sujet que je ne présenterai pas ce soir, puisqu'il n'est pas l'objet de ce débat d'orientation budgétaire. Voilà, donc résumé de façon synthétique et forcément incomplète, puisque nous sommes sur un horizon, comme vous le voyez, jusqu'à 2025, eh bien un tableau qui récapitule ce que l'on appelle une programmation pluriannuelle d'investissement. Alors il faut savoir que c'est une figure imposée pour les villes. Rappelez-vous ce que je vous disais en introduction. Vous comprenez bien qu'on est à la fois dans un contexte volatile, avec un traitement quand même assez erratique des situations d'urgence qui se présentent à nous, de la volatilité réglementaire, puisqu'on est dans un contexte de loi d'exception, mais malgré tout, eh bien, il nous est imposé de faire des plans pluriannuels d'investissement. Donc franchement, je ne comprends pas véritablement l'intention profonde, mais bon, probablement que c'est le démarrage de quelque chose dont on comprendra le sens plus tard. C'est ce que je conviens de croire pour ce qui me concerne en tous les cas. Et donc, on y retrouve sur la page précédente qu'on a passée les dépenses dont certaines ont été détaillées, notamment dans le programme Viroflay 2025. Vous y retrouvez la forge, vous y retrouvez dans le programme Viroflay 2025 toujours la rénovation de Dieu-le-Veut. Voilà, bâtiment sur la partie haute du tableau, des réfections, de la réfection de l'école Aulnet en première ligne, également en voirie tout en bas, un ensemble des rues à rénover qui sont regroupées sous le chapitre rénovation des rues, etc., etc. Ce n'est qu'un récapitulatif de la plupart des projets que nous voyions précédemment. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais on a perdu l'écran. S'en suivaient les recettes d'investissement. Ces recettes d'investissement sont évidemment en regard des dépenses qui sont prévues, telles qu'elles vous ont été présentées. Ces recettes d'investissement consistent essentiellement en des recherches de subventions. J'indiquais au début un ensemble d'institutions, d'organismes, de budgets auprès desquels nous ne manquerons pas de nous manifester, comme vous l'imaginez, en vue de solliciter des aides, des subventions, afin de réaliser ce qui peut l'être, puisque, donc, comme j'en parlais, le plan de relance, pour ne parler que de lui, dès lors qu'il procède d'un endettement du pays, libérant des budgets, eh bien, il n'est pas interdit d'imaginer que nous pourrions en bénéficier d'une certaine fraction, puisque nos investissements vont quand même dans le sens de l'intérêt général. Ça n'aura échappé à personne, ce qui ne nous empêchera pas, malgré tout, d'aller solliciter massivement régions, départements,
et Europe au travers par l'entremise des régions qui en copiloteront l'usage des subventions. Voilà donc ce que on pouvait vous présenter aujourd'hui. Et en conclusion de ce DOB, un peu long, je m'en excusais, quelques points en vue de la construction du prochain budget qui sera présenté fin février, début mars. Eh bien d'abord, l'obligation de construire un budget accordéon. Alors qu'est-ce qu'un budget accordéon? Un budget accordéon, c'est un budget qui, déjà du point de vue du budget de fonctionnement, favorise la mise en œuvre de coûts variables à la place de coûts fixes, partout où c'est possible, partout où c'est envisageable, sans doctrine, sans a priori, mais en vue de gagner une certaine souplesse, une certaine agilité budgétaire. Du point de vue de l'investissement, qu'est-ce que peut signifier un budget accordéon? Eh bien, par exemple, de prévoir des budgets d'investissement, des projets à tiroir, c'est-à-dire des projets dont on imagine qu'il y a un lot commun minimal pour que les choses fonctionnent, pour qu'elles soient satisfaisantes, pour qu'elles rendent le service attendu, et ajouter, par un mécanisme de projet à tiroir, en quelque sorte, des possibilités supplémentaires à ce projet-là, telle sorte à ce que, en vertu des circonstances budgétaires que nous aurions à découvrir dans les mois qui viennent, eh bien, nous puissions faire des choix arbitrés sans avoir à renoncer à l'intégralité du projet, dès lors que, si par imprudence nous avions fait un seul projet défini d'une seule façon unique, eh bien, nous nous retrouverions dos au mur à devoir renoncer budgétairement à un projet ou à un autre, faute de moyens. Et donc un des moyens de ne pas se retrouver dans cette situation sur le plan des investissements, c'est de faire un budget, comme je dis, accordéon, c'est-à-dire à multi-options en quelque sorte, et de pouvoir dérouler les options ou pas, ou une partie d'entre elles en fonction de ce que nous pourrons réaliser véritablement. Et donc à ce titre-là, nous pourrons satisfaire l'engagement ou la conclusion du point 2, c'est-à-dire poursuivre ce programme ambitieux d'investissement, puisque donc devenu réaliste face à des circonstances que l'on ne connaît pas, mais structurellement organisé pour y faire face. Et au bilan, pour l'année 2021 en tous les cas, c'est le dernier point que j'évoque, eh bien, notre rigueur budgétaire nous permettra encore d'améliorer encore un peu plus notre capacité d'emprunt. Ça sera probablement une des dernières années avant une période un peu plus longue d'investissement et d'endettement, mais d'endettement à des fins d'investissement, qui est donc un investissement aussi sur l'avenir.